Donc, ce que je vais faire, c'est effectivement présenter l'évolution de la problématique du changement climatique au cours des dernières années, en essayant plutôt de me focaliser sur ce qui me paraissent les idées principales, les idées directrices de ce problème. Alors, en évoquant aussi ce qu'on a pu faire nous-mêmes en région parisienne. Alors, juste un mot sur l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est effectivement venu d'une idée qui est très proche de ce que je vais dire ensuite au niveau général. C'est-à-dire qu'on est habitué pendant des années au niveau scientifique. Moi, je suis d'origine des études de mathématiques, de physique, et continue d'enseigner ce genre de choses à Polytechnique. Mais dans ce domaine des sciences physiques, des sciences dures, on séparait l'étude de l'atmosphère, l'étude de l'océan, l'étude des surfaces continentales, et d'arriver à considérer l'ensemble comme un système climatique, c'est quelque chose qui conceptuellement est là depuis longtemps, mais qui concrètement, au niveau de la pratique scientifique, est venu plus tardivement. Et c'est le rôle de cet institut. Alors, je montre toujours cette petite carte. Là, on a des laboratoires qui sont tous en région parisienne. J'ai montré ça avec les trains de la région parisienne. Bon, l'idée, c'est d'arriver à fédérer tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes, et on arrive quand même à faire un travail commun dans des domaines qui sont celui de la modélisation, de la compréhension, et puis celui de l'observation du système climatique. Je dirais aussi que alors je vais essayer d'aller. Ah ben voilà, oui. Que sur le. Voilà, alors je vais essayer de parler de cela et puis de mettre ça en rapport avec ce qui s'est passé au niveau de la COP 21. J'étais membre de suivi de la COP 21 et j'ai participé à un certain nombre de choses. Donc j'essaierai de montrer comment la COP 21 et donc la COP 22 changent un peu la donne en termes d'études du climat. Alors, juste pour ça c'est une image qu'on trouve pratiquement dans tous les documents qui parlent du climat, du changement climatique. C'est l'image du système climatique. Alors c'est important d'en parler parce que je crois que ça a été une révolution dans le domaine des études environnementales. Il y a une époque, j'ai connu les années 70, où on parlait de pollution locale, donc de remédiation locale à une pollution locale. On parlait moins d'un système climatique qui marche de manière solidaire. En fait, on a dans le système climatique autour de la planète des éléments très différents, l'atmosphère, les océans, la surface continentale, qui ont des échelles de temps de fonctionnement très différentes, qui ont des natures très différentes. L'atmosphère est un fluide qui va très vite, qui est très peu dense. L'océan, au contraire, un géant lent qui conditionne plutôt les rythmes lents de la planète. Donc, ils sont très liés les uns aux autres. Ils échangent perpétuellement de l'énergie, du mouvement. Les océans bougent parce que c'est l'atmosphère qui les fait bouger. Et puis il y a le cycle de l'eau, il y a le cycle du carbone, il y a les polluants divers. Tout ça est mis en œuvre de manière commune. Par exemple, je dis souvent, quand on regarde, et je vais montrer un petit peu après ce que ça représente, depuis les années 50, on a mis une moitié de gaz à effet de serre en plus dans l'atmosphère. Dans cette moitié en plus, sur la France, il y a 1,5% qui vient des émissions françaises. Le reste vient d'ailleurs. Et on aurait la même proportion ailleurs. L'atmosphère est mélangée en permanence. Et donc on est face à un système qui est régulé à un niveau global et qu'on ne peut pas isoler dans son fonctionnement, dans lequel on ne peut pas isoler dans son fonctionnement des éléments géographiques distincts et séparés. Donc, quand on parle de climat, on parle aussi des statistiques de l'état de ce système climatique sur des périodes qui sont longues, généralement d'une trentaine d'années. Ça paraît un petit peu, théorique, un petit peu désincarné à beaucoup de gens. En fait, ce climat, cette statistique des états du système climatique sur 30 ans, c'est bien ça qui détermine comment on crée des infrastructures, comment on crée nos habitats, comment on règle notre agriculture. Bon, c'est vraiment la référence à cet état-là. Donc le climat, c'est une notion qui est au contraire extraordinairement pratique, beaucoup plus que de savoir ce qui est un sport dans tous les pays tempérés, s'il va pleuvoir demain et s'il faut prendre un parapluie. Le climat, c'est une notion vraiment fondamentale.
Alors, il n'y a pas un mot très joli pour déterminer ça. On parle de climat, mais petit à petit, le mot climat a pris ce sens-là, de l'état de ce système qui règle un peu toutes nos infrastructures et nos modes de vie. Alors, le climat, il a une histoire très longue, et cette histoire très longue a vu la planète passer par des états relativement différents, encore que on a toujours eu sur la planète, par exemple, les 3 phases de l'eau présentes. Le climat de la planète, on peut l'expliquer, mais ça nous emmènerait trop loin, est relativement régulé. Il y a une régulation qui est liée à la Lune, par exemple, qui empêche l'axe de rotation de la Terre de trop bouger. Enfin, on a d'autres qui sont liés à la présence de la vie, certainement. Donc le climat de la planète a été relativement stable, mais on a eu des changements constants tout au long de son histoire, qui fait 4,5 milliards d'années. C'est monstrueux. Là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est une période beaucoup plus courte. C'est la période des derniers milliers d'années. Et par rapport à cette période des derniers milliers d'années, ce qui peut nous arriver dans les prochaines décennies. Donc, on a une histoire très ramassée. Et ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est... alors, je vais peut-être y aller, je n'ai pas de micro mobile. Mais vous voyez ici des changements sur 10 000 ans des gaz qui ont une concentration qui ne bouge presque pas, puis qui change d'un coup brusquement. Alors, les 10 000 ans en question, c'est les 10 000 ans de ce qu'on appelle l'Holocène, qui est une période chaude dont on est sorti, qui est une période chaude dans laquelle on vit et que maintenant on est en train de transformer en quelque chose qu'on appelle l'Anthropocène, qui est sujet aux activités humaines. Donc, cette période chaude a été une période extrêmement stable, contrairement à tout ce qui a pu se passer avant. Et c'est cette très grande stabilité qui explique très probablement le fait que c'est juste à ce moment-là que se soient développées nos civilisations et aussi qu'on ait eu cette croissance incroyable de la démographie humaine, qui est passée en quelques millénaires de quelques centaines de millions de personnes, même pas de milliers, quelquefois, on remonte un peu plus loin de personnes, à 7 milliards aujourd'hui, et puis peut-être 10 milliards ensuite. Donc une période extraordinaire, ces 10 000 années, avec cette stabilité climatique, et puis cette croissance démographique extraordinaire qui l'accompagne. Alors maintenant, quand est-ce qu'est venue cette modification liée à la démographie, liée aux émissions de gaz à effet de serre? On cite souvent le début de l'ère industrielle. C'est vrai, mais le moment le plus rapide, le coude le plus rapide est plutôt après les années 50. On le voit sur le petit diagramme du haut. Alors vous avez les diagrammes sur 10 000 ans qui est représenté par la courbe principale, et puis ce petit carré gris, c'est sur 200 ans, et on voit qu'en 1950, les choses bougent beaucoup plus vite. On voit pas bien. Et on va le voir mieux sur ce diagramme, qui représente vraiment les émissions de CO2, alors liées à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, sur le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Alors vous avez 2 diagrammes, parce que je me suis amusé, parce que le premier, celui qui est en bleu, on l'avait mis dans un livre qu'on a publié avec un collègue il y a quelques années. Toutes les références viennent de l'Agence internationale pour l'énergie, et il s'agit de regarder ce qui a été émis chaque année en termes de CO2, alors c'est mesuré par son poids de carbone, c'est des gigatonnes, des milliards de tonnes de carbone par an. Donc par exemple, si vous prenez les années 50, au début des années 50, on émettait 1 milliard de tonnes de CO2, de carbone, représentant du CO2, dans l'atmosphère chaque année. Vous voyez qu'au moment du sommet de la Terre de Rio, on avait fait un saut énorme, où on émettait 6 à 7 milliards de tonnes de carbone par an. Et donc l'essentiel de l'accélération des choses s'est produite à ce moment-là. Une grande partie des interrogations qu'on a sur notre planète est venue aussi à ce moment-là, dans cette période où les choses ont évolué aussi vite. On pensait au moment de la conférence de la Terre, du sommet de la Terre de Rio en 92, qu'on pourrait effectivement stabiliser ces émissions de gaz à effet de serre. Alors ce qui s'est produit, c'est au contraire une continuité des émissions. Et cette continuité des émissions, elle est largement due à la Chine. Je vais le montrer dans le diagramme suivant. Elle nous amène aujourd'hui à 10 milliards de tonnes. Alors, je vais insister sur plusieurs choses avant de passer à ce diagramme où je montrais la Chine. C'est d'abord que ces gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère. Donc, ils engagent le futur et il y a un effet de cumul. Le CO2, on dit qu'il reste
que la moitié du CO2 qu'on met dans l'atmosphère est toujours là après 100 ans, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes molécules, elles sont toujours recyclées avec les arbres, avec la végétation, mais il y a une espèce de surplus dont l'atmosphère n'arrive pas à se débarrasser et qui reste dans l'atmosphère pendant plusieurs décennies en fait, et jusqu'à un siècle, et même jusqu'au-delà d'un siècle pour une petite partie. Donc un élément de stockage atmosphérique extrêmement fort. Le CO2 qu'on émet nous engage pour la suite. Alors on y reviendra, mais le CO2 qu'on a déjà ému est responsable du fait qu'aujourd'hui le temps manque par rapport à ces problématiques, parce qu'il y a un CO2 qui est là, on ne sait pas comment s'en débarrasser, et il va continuer à être là pendant longtemps, et on en rajoute tout le temps. Alors je reviendrai là-dessus avec quelques chiffres par la suite. L'autre chose, c'est que cet effet du CO2, enfin ce CO2, il a un effet différé. L'effet du CO2, c'est de chauffer la planète, et chauffer la planète, ça veut surtout dire chauffer les océans. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle une capacité calorifique, une capacité à stocker de la chaleur. Et il faut quelques années, quelques décennies pour réussir vraiment à chauffer l'océan. Donc la réaction du système est une réaction qui est différée dans le temps. Alors ça va être quelque chose d'important. On émet du CO2 dans les années 60. On se pose une première question, c'est est-ce que ce CO2 va rester dans l'atmosphère? Et on le vérifie très vite. Dans les années qui suivent, on vérifie que le CO2 reste dans l'atmosphère. Et on se pose une deuxième question, est-ce que ce CO2 qui reste dans l'atmosphère et les autres gaz à effet de serre, c'est dangereux? Et là, on a pour seul outil pour y répondre les modèles, et je vais en dire un mot, mais parce que l'effet réel dans le monde réel n'est pas encore là. L'effet dans le monde réel est différé, et on ne peut pas encore l'observer. Alors, juste avant de passer à cet effet différé, là vous avez ici l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre cumulées sur des pays ou des groupes de pays comme l'Union européenne. Donc c'est les 4 plus grands blocs émetteurs. Ce que vous voyez, c'est que l'Europe s'est stabilisée en fait dès la crise pétrolière de 1973. Il y a eu une diminution des émissions de gaz à effet de serre à ce moment-là. Les USA commencent à se stabiliser, mais tardivement, et avec un niveau par habitant qui est 2 à 3 fois plus élevé que celui des Européens. Vous voyez l'augmentation de la Chine. L'augmentation de la Chine, je pense que, pour me rappeler de cette époque, dans les années fin des années 90, personne n'avait anticipé quelque chose d'aussi violent, d'aussi... En même temps, ce n'est qu'un rattrapage. Hein, c'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, par habitant, émet à peu près comme un pays européen, pas encore comme un pays américain. On cumule depuis le début de l'ère, depuis les années 50, elle est en dessous des USA et de l'Union européenne. Et si on essaie d'incorporer, d'affecter différemment ce que la Chine ne produit pas pour elle-même, mais pour le vendre à des lieux de consommation qui sont le plus lointains, dans ces conditions, la Chine aussi rétrocède un peu. Donc il n'y a pas on n'est pas en situation de faire la morale à la Chine par rapport à ce qui se passe. C'est un rattrapage d'une situation que nous, on a faite de manière exactement similaire, mais plus tôt. Alors, je disais que, et j'anticipe un peu sur des choses que je montrerai plus en détail tout à l'heure, mais le temps va passer vite, donc je montre déjà. On a vu la question des changements de température. Je disais, la question, c'est qu'on en a vu qu'on émettait de plus en plus de CO2. On a vu que ce CO2 augmentait très vite dans l'atmosphère. Est-ce que cette augmentation très rapide dans l'atmosphère, qu'on pouvait constater, qu'on finit par, se traduisait en température? Alors ce que vous voyez, c'est qu'il y a ce petit décalage, on le voit, jusqu'aux années 80, c'est pas très clair. Hein, vous pouvez regarder sur la courbe. À partir des années 70-80, on commence à avoir un réchauffement qui petit à petit devient irrémédiable. Alors irrémédiable, c'est avec des allers-retours. Il y a eu par exemple un débat ces dernières années. En 98, on a eu un épisode qu'on appelle El Niño, avec des pics de chaleur très forts. Comparé à ce pic de chaleur, les années suivantes n'ont pas paru si chaudes que ça. Et il y a eu tout un débat de savoir si le réchauffement s'était arrêté. Enfin, on voit qu'une fois que les petites oscillations internes du climat ont été résorbées, le système continue de se réchauffer et qu'on est bien sur une lancée qui correspond assez exactement à ce que les modèles avaient pu anticiper. J'y reviendrai. Voilà, alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est justement essayer de décrire cette phase où
où les modèles ont essayé d'anticiper ce qui allait se passer. Les modèles ont commencé à être développés dans les années 70. Les premiers diagnostics du changement climatique comme étant un risque pour la société viennent aussi des années 70. Et à cette époque-là, on ne pouvait pas encore observer le réchauffement, comme je viens de le dire. Le réchauffement n'était pas encore très clair, d'autant moins clair qu'il faut, pour que le réchauffement soit attribuable à des causes anthropiques, qu'il soit plus fort que la variabilité naturelle. Donc ce moment où il est devenu plus fort que la variabilité naturelle, c'est le courant des années 90. Avant, on était confronté à quelque chose d'un peu plus ténu. Alors qu'est-ce que c'est que les modèles? Alors les modèles, ça a été pour moi beaucoup d'années de ma vie. C'était un pari scientifique qui s'est fait dans courant des années 70, qui est de se dire finalement, puisqu'on a des lois physiques, est-ce qu'on peut animer, à partir de ces lois physiques, une atmosphère, un océan, et recréer une planète qui ressemble à la planète réelle? Alors ça ne sera jamais la copie conforme de la planète réelle, mais ça peut être quelque chose qui peut nous aider à argumenter sur ce que pourrait être le climat futur. Alors, de ce point de vue-là, moi je cite souvent le fait que c'est en classe de terminale, il y a longtemps, que j'ai appris le mot modèle. Et le mot modèle, c'est une démarche conceptuelle qui permet d'avoir une vision un petit peu simplifiée du monde réel, avec laquelle on peut justement argumenter. On n'a jamais cherché à faire autre chose que ça, on ne cherche pas à faire une copie exacte du monde réel, mais par contre, on a cherché à faire des modèles qui soient quand même les plus réalistes possibles, mais toujours en gardant une idée qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour donner un exemple de ce que ça représente comme entreprise scientifique, je dirais qu'un modèle climatique, c'est une centaine de personnes à peu près qui travaillent pendant 10 ou 20 ans. C'est le groupe que ça doit représenter. Et le code numérique, c'est 1 million de lignes de code. Et je me rappelle qu'on est resté bloqué 2 ans à une époque parce qu'il y avait une petite erreur à l'interface entre le modèle d'atmosphère et le modèle d'océan et que ne transmettait pas bien l'information de l'atmosphère vers l'océan. Donc c'est des choses très, très difficiles, qui demandent un vrai travail d'équipe pendant longtemps. Mais on a aujourd'hui une vingtaine d'instituts qui ont développé des modèles du système climatique avec toutes ses composantes, l'atmosphère, l'océan, les sols, les cycles chimiques, comme je l'ai montré au début. Voilà, alors ça c'est pour montrer qu'une composante essentielle des modèles, c'est les lois de la physique. On dit toujours quelles sont les données qui rentrent dans votre modèle. Première donnée, c'est la constante de la gravité. C'est des choses qui relèvent de vraies constantes physiques. On n'a pas, finalement, on recrée un climat de la planète sans connaître l'état initial, par exemple, de l'atmosphère. On part d'une atmosphère qui est température égale partout, et en quelques jours de simulation, elle recrée des alisés, des anticyclones, des dépressions, tout ce qui fait le climat de la planète. Alors ces modèles, on les a appliqués à 2 types de scénarios. Il y a eu une première vague de scénarios qui ont été imaginés par le GIEC. Alors le GIEC est un lieu d'expertise climatique et le GIEC donc a proposé des exercices communs à tous les laboratoires dont je parlais, là, qui sont trouvés donc à travailler un peu à la fois en collaboration et en compétition. On a un modèle, on essaie de montrer, donc on reproduit les climats actuels, on reproduit les climats du passé, et puis après on se lance et on fait des simulations du climat futur, avec le même outil numérique. Et donc ce qu'a proposé le GIEC, c'est des scénarios au départ qui étaient des scénarios qu'on dit en anglais policy free, c'est-à-dire sans imaginer qu'il y a des régulations spécifiques pour empêcher le climat de se réchauffer, mais par contre en prenant en compte des trajectoires spontanées d'émissions qui peuvent être différentes en fonction de la démographie, en fonction de l'évolution des mix énergétiques, en fonction d'aspects sociaux, politiques, de considérations qu'on donne aux problèmes environnementaux, etc. Alors, ces scénarios étaient répartis en 6 scénarios marqueurs. Alors, c'est des scénarios qui sont cohérents en termes d'hypothèses. Bon, ça ne se veut pas d'être des scénarios maxima et minima, mais en fait, le scénario vert qui est le plus favorable, alors vous voyez ici une trajectoire moyenne, c'est un scénario, je vais le dire dans le micro et je montrerai ensuite, c'est un scénario où on a... Ah, mais voilà. C'est un scénario qui permet qui suppose qu'on arrive à 10 milliards de tonnes de carbone en 2050, tout à l'heure par an 2050, j'ai dit qu'on y était déjà, donc c'est un scénario déjà dépassé. Et vous voyez que ce scénario ne se stabilise pas sous les 2 degrés comme on voudrait, et il y a des modèles, ça c'est les modèles, il y a une certaine divergence entre les modèles à cause de la manière de représenter les nuages, etc. La quantification précise du futur n'est pas encore à notre portée, mais
on voit qu'on est toujours systématiquement au-dessus de cette barrière, qui est une barrière un peu mentale, hein. Il n'y a pas de seuil dans les effets climatiques, mais cette barrière des 2 degrés qui a été fixée par les négociateurs. Donc, ça a beaucoup frappé les gens. Ça a beaucoup frappé les gens parce que si on ne fait rien, on arrive vers des réchauffements de 5-6 degrés. Et 5-6 degrés, pour nous, c'est une marque importante. C'est celle qui nous sépare, qui nous séparait d'un âge glaciaire. Et alors, je ne vais pas remontrer ça, mais je vais montrer maintenant ça. Vous avez ici 3 petites cartes qui vous montrent le réchauffement de la planète dans 3 cas. En haut, à gauche, c'est une planète où on a réussi à contenir, avec des méthodes dont je parlais tout à l'heure, le réchauffement sous 2 degrés. Vous voyez quand même un réchauffement plus fort dans les hautes latitudes, plus fort sur les continents. On sait expliquer ça physiquement. Ça, c'est la même chose si on laisse le système filer. Hein, donc on est à 4-5 degrés de réchauffement. Et donc c'est des moyennes, ça c'est notre modèle à nous. Il y a aussi des moyennes sur différents modèles. Et puis ça, c'est toujours avec le même code, le même outil numérique, les mêmes planètes artificielles. On essaie de regarder ce qui se passe entre un climat glaciaire. Alors, c'est les paramètres astronomiques de la rotation de la Terre autour du Soleil, de la rotation de la Terre sur elle-même qui sont différents, le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, on peut le comparer au climat pré-industriel. Il y a eu un réchauffement entre le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et puis le début de l'Holocène il y a 10 000 ans. Ça, c'est l'allure de ce réchauffement. Et ça, c'est l'allure du réchauffement que l'on aurait si on laisse filer le système. Et on s'est rendu compte donc très vite que finalement, si on ne faisait rien, on était confronté à quelque chose qui représentait un changement de climat égal à peu près aux transitions glaciaires interglaciaires, mais cette fois vers le chaud, et enfin vers le plus chaud encore, et ça en quelques décennies. Alors ça c'est quelque chose qui a quand même beaucoup secoué. Là je montre des résultats récents, mais ces résultats ont été acquis dès les années 70-80, les ordres de grandeur, et c'est quelque chose qui a beaucoup secoué. Alors aujourd'hui on sait que c'est en train de se produire. J'ai sauté un diagramme qui est celui-ci. Vous avez ici le réchauffement déjà observé. Le réchauffement déjà observé, vous voyez qu'il est fait en comparant les 15 dernières années, ou 15 dernières années, enfin 15 années récentes, et les 30 années d'après-guerre en moyenne. On a un réchauffement observé qui est plus fort aux hautes latitudes, qui est plus fort sur les continents, qui ressemble beaucoup à tout ce qui a été anticipé. Et on peut même montrer d'autres éléments, par exemple la haute atmosphère se refroidit, c'est une marque des gaz à effet de serre. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter à cette description qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sûr qu'on a commencé à enclencher ce réchauffement. Alors il faut faire très attention parce que moi je trouve que quelquefois il y a des problèmes de communication qui peuvent prêter à ambiguïté. Moi j'ai des collègues, enfin des personnes qui sont militantes sur ces problèmes-là, des Verts, des gens qui sont impliqués dans la politique autour de ces problèmes, qui aiment bien dire le réchauffement climatique, il est déjà là. Il est déjà là parce que ça aide, en principe, les citoyens à se mobiliser. Ça aide et ça n'aide pas, parce que beaucoup de gens se disent, s'il est déjà là, on s'en sort, ça va bien. Il n'y a pas besoin de se faire tant de soucis, il fait un peu plus chaud ce mois de septembre, mais on peut supporter ça. Alors il faut faire attention. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les symptômes de quelque chose qui est appelé à grandir. Et je suis parti dans le mauvais sens et je dois rester là. Si je reviens à ce dessin, vous voyez que aujourd'hui, on est là. Et là, on arrive à déterminer le fait qu'on a la signature déjà des gaz à effet de serre, et que si ces gaz à effet de serre continuent de croître, comme ils vont aussi continuer à être chauffés parce qu'on ne va pas les enlever de l'atmosphère, on va avoir quelque chose qui va croître de cette manière-là. Donc, ce qui nous fait peur, c'est quand même beaucoup cette partie-là. Même si on voit déjà maintenant des effets du changement climatique, ce qui nous fait vraiment peur plutôt, aussi, et surtout peut-être, c'est les effets futurs du changement climatique. Et en tout cas, c'est ce qui a motivé au départ l'alerte des scientifiques. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, après 20 ans où cette alerte a reposé sur les modèles, cette alerte repose quand même, c'est une nouveauté, sur des données observées et sur quelque chose qui quand même donne une réalité très forte à ce risque.
Alors la question qui s'est posée dans le dernier rapport du GIEC est devenue une question un petit peu inverse. C'est de se dire, comme ça, spontanément, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester, par exemple, sur ces 2 degrés? Vous savez que maintenant, il y a des gens qui demandent à ce qu'on reste sous un seuil de 1,5 degré, et on peut les comprendre. On pourra répondre à ça pendant les questions. Mais là, on va s'en tenir à ces 2 degrés. Donc, vous voyez ici le niveau pré-industriel de température. En noir, c'est des observations de température qui augmentent. Puis on voudrait arriver à se stabiliser 2 degrés en gros au-dessus de ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez ici les émissions de CO2. Alors vous voyez les émissions de CO2 qui sont très faibles jusqu'en 1950, qui augmentent ensuite brutalement, comme je l'ai montré. Ce qu'il faudrait, c'est les ramener le plus vite possible à zéro. Alors, quand on dit à zéro, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire pas de charbon, pas de pétrole, pas de gaz naturel, 40 à 70% en moins dans les années 70. Donc, ça veut dire une décroissance de l'énergie carbone drastique. Bon, plus de voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui dans les années 2060, 2070, donc pas dans très longtemps. Et éventuellement même, parce que ça suffira peut-être pas, d'être capable d'aller rechercher une partie du CO2 qu'on a déjà émis dans l'atmosphère. Ça dépend des trajectoires que l'on suit. Donc ça, c'est un diagramme qui est extrêmement perturbant, parce que d'abord, il y a beaucoup d'autres modèles qui l'ont refait et qui ont trouvé les mêmes résultats. Ça, c'est les résultats de notre institut. Mais vous avez une explication qui est quand même simple là-dessus, c'est qu'on s'est déjà beaucoup avancé dans le problème. Alors, c'est un diagramme avec de l'anglais, il y en a un peu partout, mais vous avez ici trois taches colorées. La première, elle représente ce qu'on peut calculer comme étant le maximum qu'on a le droit d'émettre si on veut rester avec un taux de chance suffisant sous les 2 degrés. On émet des gaz à effet de serre, ils y restent, ils vont avoir un effet futur, on peut calculer tout ça. Et il y a un moment où même si on arrête d'émettre, on aura dépassé le moment où ce sera possible de rester sous les 2 degrés, parce qu'on aura déjà émis trop, et les effets futurs de ce qu'on aura émis nous empêcheront de rester sous les 2 degrés. Alors, on est un peu dans une situation où on peut déterminer un peu quand la bouteille est pleine. Si vous voulez, on remplit notre bouteille de CO2, notre atmosphère de CO2, il y a un moment où elle est pleine, et c'est ce moment-là, une fois qu'on atteint ce qui est autorisé au maximum. Alors, aujourd'hui, on a déjà émis ça, en bleu. Et donc, ce qui nous reste à émettre, c'est ce qui est la partie qui est en rouge, donc moins de la moitié de ce qu'on a émis. Et on peut calculer combien d'années ça fait au taux d'émission actuel. Ça fait une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'on est très avancé dans le problème. Dans 20 ans, si on n'a pas réussi à faire décroître de manière extrêmement significative les émissions, on ne sera plus en situation de rester sous ces fameux 2 degrés. Sauf si on arrive à reprendre du CO2 de l'atmosphère. Alors on parle d'émissions négatives. Dans les rapports du GIEC, les scénarios des 2 degrés souvent font l'hypothèse qu'on a été capable d'inventer une manière d'aller chercher le CO2 dans l'atmosphère. Pour le moment, on ne développe pas vraiment ça avec force. Il y a des tests, il y a une usine au Canada, il y a des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est développé avec beaucoup de force. Et il faudrait tirer plusieurs milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère. La seule manière, c'est la photosynthèse, qu'on relaye ensuite par une fabrication peut-être d'électricité qui donne du CO2, et puis le CO2, on le liquéfie ou on le dissout pour le mettre dans des roches souterraines. Tout ça, on peut imaginer le faire, mais pour le moment, on n'est pas du tout en train d'essayer de le faire. Donc on est confronté plutôt à cette situation-là qu'à celle-là, et à une permission qui est celle-là plutôt que celle-là. Alors, si on veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut essayer, si on veut essayer de savoir quelles sont nos chances, maintenant qu'on a la COP21, on a aussi un outil qu'on doit analyser, c'est les promesses qu'ont fait les États. Les États, pour la COP21, ont tous fait des propositions de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'ai eu la chance, l'intérêt, je l'avais suggéré, d'être invité par Madame Royal à faire, notre ministre de l'écologie, à faire une estimation en direct avec un petit groupe de collègues, c'est surtout eux qui ont fait le travail, de ce que représentaient ces promesses des États
qui seront validées en 2018 en principe et qui seront rediscutées aussi à la COP22 par rapport aux trajectoires qui nous permettent vraiment de descendre sous les 2 degrés. Alors vous avez ici une petite flèche rouge. Alors, il me faudrait une souris, je pense que je l'ai ici. Donc, si on ne fait rien, on va suivre une trajectoire. Ça, c'est les trajectoires d'émissions. C'est des quantités de gaz qu'on émet en fonction de. On est en 2014 et on va jusqu'en 2034, 2100 en fait, en bout de cours. Donc, si on ne fait rien, on va aller vers une trajectoire qui est celle que décrit ma flèche, avec des émissions qui seront à ce niveau-là. Alors, les promesses des États couvrent une période qui va de 2020 à 2030. Il y a eu des chiffres qui disent qu'il peut passer en 2100 en fonction des promesses des États. Ça, c'est quelque chose qui est imaginé. Mais on peut essayer de faire une statistique sur entre 2020 et 2030 et comparer à ces trajectoires, qui sont les trajectoires du GIEC, qui sont les trajectoires du possible. Les trajectoires qui permettent, en fin de siècle, compte tenu de ce qu'on a stocké comme gaz à effet de serre, de ne pas passer 2 degrés. Et on voit que les promesses des États ne nous y amènent pas tout de suite sur cette trajectoire. Et elles sont insuffisantes. Donc même si les États font tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, ce qui n'est pas gagné, on va se trouver dans une situation où ça ne suffira pas. On aura du mal à rester sous les 2 degrés. Ça, c'est si on suppose qu'on n'a pas de capacité à faire des émissions négatives. Et si on se donne cette capacité à émissions négatives, on s'approche des courbes un petit peu plus près, mais on n'y est pas complètement non plus. Alors, il faut voir aussi que le taux de croissance, une fois qu'on est de décroissance de l'économie du carbone, une fois qu'on a commencé à enclencher ça, c'est un taux de décroissance au niveau économique, je ne suis pas économiste, mais qui est très fort. C'est un taux à 2 chiffres. 10% pour l'économie mondiale du carbone, du charbon. C'est des choses que je crois, en termes de décroissance d'une activité industrielle, encore plus à l'échelon mondial, on n'a jamais vu. Donc ce qui est réclamé par la conférence de Paris, ce que COP22 doit commencer à mettre en œuvre, c'est quand même quelque chose d'une importance et d'une difficulté absolument considérable. Et je crois que moi j'étais donc dans l'équipe de suivi de la COP21, au moment où ça a été signé, on était tous très émus, mais en même temps un petit peu surpris, même déçus de voir qu'il n'y avait pas de vraie volonté ou de considération partagée de la difficulté que ça pouvait représenter. On signait, voilà, c'est super, c'est fait. On a signé, ça va se faire. Non, ça se fera si tout le monde veut le faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans les mains des gouvernements, c'est quelque chose qui est dans les mains des sociétés, un peu partout sur la planète. Alors, juste un mot, il y a dans tout ce qui est passage de l'alerte à l'action aussi le monde de la complexité. Alors, je vais juste en dire un mot. Ça, c'est un schéma qui vous montre tout ce qu'on peut émettre comme gaz à effet de serre. Dès qu'ils sont répertoriés dans les accords, dès qu'ils ne sont pas, il y a aussi des poussières qui réfléchissent et qui refroidissent. C'est compliqué. Quand on lit les propositions des États, on a besoin de déchiffrer tout ça. Il y a aussi des propositions qui sont peut-être une des solutions à creuser, sur le stockage, cette fois agricole, d'un certain nombre de quantités de carbone dans le sol. Donc, passer à l'action, prendre des mesures, ça veut dire se confronter à ces difficultés-là. Et c'est ce qui ne se fait pas facilement. En tout cas, en France, on voit qu'on aime bien les idées générales, on a un petit peu de mal à rentrer dans ces aspects plus techniques. Ça vient, mais ça vient avec un peu de retard. Deuxième point que je voulais signaler, c'est que le temps est un élément essentiel par rapport aux politiques qu'on peut engager. Et c'est un reproche, je ne suis pas économiste, je connais quand même un peu les modèles économiques, que je peux faire à un certain nombre de modèles qui abordent mal les aspects de transition. Il faut donner un signal fort pour entreprendre dès maintenant les choses qui sont structurelles. Si on doit faire décroître les choses dans un temps limité, il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire ce qui va prendre du temps. Et ce qui va prendre du temps, c'est toutes les politiques structurelles, toutes les politiques qui demandent de rénover le bâti, toutes les politiques qui demandent de faire des infrastructures. Donc, si on commence uniquement par des économies, si on commence uniquement par des choses qui sont simples, qui ne sont pas coûteuses, il y a un moment où on sera confronté, il nous restera à faire ce qui est cher et ce qui est difficile. Donc ça fait partie
Et les signaux de prix ne sont pas toujours des signaux qui suffisent à ce moment-là. Il faut vraiment des signaux qui soient ceux d'une volonté politique dans chaque État, qui soient partagés. Voilà, alors je vais laisser ça qui est un petit peu difficile, mais enfin qui prend du temps à commenter. Peut-être pour le dire avec des mots, je crois que par rapport à cela, la COP 21, et c'est ce que ce schéma compliqué montrait, a imaginé quelque chose qui est, et c'est les concepteurs de la présidence française, Laurence Tubiana et les équipes, d'imaginer quand même un aspect de contrainte. Qu'est-ce qui peut faire qu'on arrive à résoudre ce problème qui est quand même un problème très difficile? C'est deux choses. C'est d'abord le poids des opinions publiques. Je crois que le seul élément, c'est pas le fait que les accords sont contraignants au niveau de l'ONU. Les accords de l'ONU sont rarement vraiment contraignants. Donc c'est plutôt le poids des opinions publiques. Et pour mettre en situation l'opinion publique, on a imaginé ce point de rencontre tous les 5 ans. Donc aujourd'hui, il y a la COP 22 qui va avoir un impact spécial. En 2018, il y aura un premier élément de révision des propositions des États. En 2023, il y en aura un autre. Et donc, il faut que la communauté, enfin, que l'opinion publique soit présente à ces moments-là. C'est des moments uniques pour pouvoir dire, mais voilà, ça ne va pas. Et tel État a promis qu'il ferait ça, il ne l'a pas fait. C'est pas l'ONU qui pourra dire que tel de ses membres n'est pas. C'est l'opinion publique. C'est une opinion publique partagée sur ces problèmes-là. Et l'opinion publique, alors là je parle en tant que scientifique, je pense qu'elle doit se nourrir d'un travail scientifique. On ne nous appelle pas souvent spontanément à faire des diagnostics, mais je crois qu'il faudra qu'en tant que communauté scientifique, au travers du GIEC, mais aussi dans un mode un peu plus réflexif, on soit présent dans ces moments-là, et ça sera nécessaire. L'autre élément, c'est bien sûr les technologies nouvelles qui peuvent surgir. Si on a vu la révolution du numérique, si on a d'autres révolutions au niveau de l'énergie, on a une chance à ce moment-là, effectivement, d'arriver à faire quelque chose. Mais on aura besoin de quelque chose d'anormal. C'est-à-dire que si on suit la logique simple des choses, on aura vraiment du mal à rester sous les 2 degrés. Alors ça pose une question qui est une question qui est maintenant posée par beaucoup et puis qui est au centre de ce qui se passe aussi dans tous les pays qui se sentent vulnérables. C'est est-ce qu'on doit essayer de s'adapter préventivement et à quoi? Alors, je voudrais faire quelques réflexions qui sont un petit peu générales. Moi, j'ai une expérience en Aquitaine, dont je parlerai à la fin, dans le sud-ouest de la France. Mais je voudrais commencer par dire 2 choses. D'abord, c'est qu'on est confronté au fait que le changement climatique, on essaie de s'en donner une image locale, une image réelle. Il y a des choses qui sont relativement prévisibles, c'est des impacts directs du réchauffement. Et puis, il y a des choses qui sont un impact indirect du réchauffement. Donc là, on est confronté plutôt à des risques climatiques ou à un dérèglement climatique, et donc à des choses qui demandent un tout petit peu plus de réflexion. Alors, les conséquences directes, il y en a beaucoup qu'on connaît. On a montré donc déjà les aspects de réchauffement direct par eux-mêmes. Ça, c'est un petit peu abîmé en haut, mais enfin, caché en haut, mais vous avez la décroissance de la banquise arctique. Bon, la banquise arctique, tout le domaine arctique, c'est un domaine, on avait une glace pérenne, et la glace pérenne, elle est réduite de moitié aujourd'hui. Vous avez, donc je ne vais pas insister, on est un petit peu loin de l'Arctique aujourd'hui. Vous avez aussi le relèvement du niveau de la mer, ça c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est directement lié à la fonte des gros glaciers de montagne, des gros glaciers polaires d'une part, à la dilatation des océans, et ça touche toutes les zones côtières de la planète. On peut s'attendre à un relèvement de 50 cm à 1 mètre en fin de siècle, donc ça touche beaucoup de littoraux. À des niveaux divers, on peut commencer à saliniser des deltas, on peut avoir des submersions répétées qui sont problématiques, et puis à un moment, il faut que les gens décident de rester sur place ou de s'en aller. Alors je vous donnerai un exemple pour illustrer cela. Vous avez aussi tout le vivant. Le vivant est quelque chose qui réagit directement aux températures. Ça, c'est des choses qu'on avait fait de manière ancienne dans notre labo aussi. Premier couplage entre des modèles écologiques et des modèles de climat qui montrent que la production primaire nette de matière végétale, elle est affectée beaucoup plus fortement et négativement dans les régions intertropicales qu'extratropicales. Donc ça, c'est des problèmes qui sont prévisibles, donc qui permettent de définir une adaptation.
Alors, là où c'est plus compliqué, c'est dès qu'on touche à la précipitation. Et peut-être je vais sauter ces diagrammes-là aussi pour me focaliser sur celui-ci. On a une très grande difficulté à prévoir dans le détail comment la précipitation peut changer sur une région donnée. Et pourtant, on sait dire quels sont les risques. Alors, entre cette notion de prévision et de risque, je vais essayer d'utiliser cette petite carte pour vous faire sentir la différence. Il s'agit de la zone Euratlantique. Donc, vous avez des petites cartes qui vous montrent, je vais prendre celle du milieu ici. Là, vous avez l'anticyclone des Açores en jaune, hein, qui domine toute la zone péri-méditerranéenne. Et puis au nord, la dépression d'Islande. Et là, les deux sont renforcés. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase plus de l'oscillation nord-atlantique. Tout en haut, on voit la phase moins de l'oscillation nord-atlantique. C'est quand les deux sont affaiblis. Et puis on peut aussi avoir un anticyclone qui se pose sur l'Atlantique. Et puis toutes les zones continentales autour sont pluvieuses. Ou un anticyclone qui se pose sur la zone continentale. Et il pleut plutôt sur l'océan, et ça touche aussi jusqu'au domaine périméditerranéen. Donc ça, c'est en gros les états préférés de la circulation atmosphérique dans nos régions, et l'atmosphère passe un quart de son temps, hein, dans chacun de ces états. Alors, maintenant, si le réchauffement climatique survient, quand il survient, ça dépend beaucoup des conditions qui sont présentes quand il survient, quand il se manifeste, les vagues de chaleur dans lesquelles il peut se manifester. Dans un état comme ce que j'ai appelé la phase positive de l'oscillation nord-atlantique, on est déjà en phase de sécheresse, de chaleur, et vont augmenter. On aura vraiment des canicules. Quand on est dans une phase humide, on va avoir au contraire des inondations. Donc on est sur des territoires qui seront soumis à des phases alternées de chaleur et d'inondation, donc sur un mode un peu complexe. Alors, quand on regarde les cartes là que j'ai sautées, je vais vous montrer rapidement, ça c'est ce que donnent les modèles en termes de précipitation dans un climat qui se réchauffe un peu ou beaucoup. Et vous avez les couleurs qui vous disent quand il pleut plus, c'est en bleu, quand il pleut moins, c'est en jaune. On a une répartition géographique qui est cohérente. Et puis vous avez les petits points qui vous disent quand les modèles sont d'accord sur la localisation de ce qui peut se passer, et les barres qui vous disent quand on a des difficultés avec cette localisation et que les modèles ne sont pas d'accord. Ça veut dire que faire des plans locaux, ça va demander une approche qui passe par les risques. Et cet élément de risque, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, le problème climatique, quand on arrive dans ces domaines-là, on ne peut pas le traiter indépendamment d'autres risques. On est obligé de considérer le risque climatique en parallèle avec des risques sociaux, en parallèle avec des risques liés à la biodiversité. Et moi, je pense que l'approche locale, elle est indispensable pour se protéger. Elle n'est pas assez présente. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui, on a des risques suffisamment importants d'avoir un changement climatique effectif pour négliger de se protéger localement. Mais il faut le faire en essayant de regarder les différentes dimensions du problème. Et à l'échelle locale, on a arbitré ces choses-là. Est-ce qu'on va prendre une mesure qui est antisociale, qui favorise le climat, mais qui est anti-biodiversité, contraire à la biodiversité, qui favorise le climat? On a aussi cet arbitrage entre diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou s'adapter. Il y a beaucoup de domaines où on peut essayer de les lier l'un à l'autre, ces domaines dont je parlais, du transport, de l'habitat. L'échelle locale est une échelle qui condense les problèmes et qui est une échelle pédagogique aussi. Alors, moi j'ai eu la chance d'être sollicité par la région Aquitaine, je suis d'origine bordelaise, et la région Aquitaine m'a proposé de faire un travail sur les impacts du changement climatique en Aquitaine. Alors, j'ai coordonné ça avec un grand nombre de collègues, et en fait, beaucoup de collègues, parce que on s'est rendu compte que quand on a essayé de mettre ça, on a trouvé peut-être une centaine de personnes qui sont tous issus des universités publiques de la région Aquitaine, pour la plupart, des universités, des instituts, et qui ont regardé ce que pourrait être le changement climatique pour la pêche, pour
l'agriculture de manière générale, pour celle des arbres, du pain, pour celle du vin, pour bien sûr en région bordelaise, pour l'eau, pour l'eau de surface, l'eau qui peut se saliniser, pour les montagnes, les débits des rivières, des tas de choses. On a trouvé une image et qui fait sens. Tout ça, c'est un paysage cohérent. On ne peut pas séparer les problèmes de la montagne, de l'eau, des espèces, de la pollution, des espèces invasives. Tout ça forme un tableau qui permet de déterminer des politiques publiques. Alors, moi, j'en ai retenu plusieurs choses. La première, c'est ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, on est rentré dans des débats sur les changements climatiques qui sont souvent des débats un petit peu hors sol. On parle de ces 2 degrés, de ces 2 degrés et demi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne regarde pas fortement les images du futur qui sont pourtant sous nos yeux. Nous, on a des résultats de simulation énormes, des pétabytes de données. Ils sont regardés par la communauté scientifique, mais jamais par les personnes qui s'occupent d'infrastructures dans un pays. Pourquoi ? Parce que bon, c'est des résultats scientifiques, ça paraît compliqué. Pourtant, on peut définir en termes de risques régionaux beaucoup de choses. On a énormément de résultats et on a du mal à y intéresser une population qui soit une population de décideurs dans ces problèmes-là. Donc, moi, je l'ai argumenté au niveau français. J'espère qu'on arrivera à décider d'autres régions, qu'on arrivera à approfondir cette démarche en Aquitaine dans le futur. Mais je pense que c'est dommage de ne pas s'appuyer sur le travail des universités, des collègues parce que c'est un travail qui est payé par l'impôt, par la collectivité, puis il y a un savoir qui est considérable dans ce domaine-là, qui permet de dépasser des notions un petit peu générales sur le changement climatique. Alors, l'autre chose, c'est que, et je vais l'illustrer par le cas du littoral, parce que bon, je pense que c'est un cas qui est commun à beaucoup de pays, la manière dont on peut discuter des changements climatiques à l'échelle locale est assez différente et fait justement part à cette notion de risque. Alors vous avez ici et elle tient à une chose, c'est que quand on parle de changement climatique, on a un problème de diminution des émissions de gaz à effet de serre qui est un problème qui est urgent. Pourquoi urgent ? Parce qu'on met des gaz dans l'atmosphère, ils restent longtemps. Comme ils restent longtemps, ils engagent le futur. Donc on n'a pas le droit de faire ça, on doit arrêter sans délai. Par contre, comme je l'ai dit, le changement climatique se manifeste avec un certain retard. Ce retard, on peut l'appeler le temps du débat, le temps de la démocratie, le temps où on peut décider ce qu'on veut faire. Et on s'est aperçu qu'en région, en fait, il y a un intérêt très fort des citoyens sur ces choses-là. Dès qu'on parle de ce qui les intéresse, on peut débattre, on peut mettre beaucoup de choses en parallèle, on peut se faire même interroger en tant que scientifique. Il y a des choses qu'on n'a pas faites, on se demande après coup, on n'y a pas pensé. Alors, je prends 2 exemples pour montrer ce que ça peut représenter. Vous avez ici 2 types de zones littorales et 2 types de problèmes climatiques. Vous avez ici une zone qui est basse sur l'eau, qui est la zone de l'estuaire commun à la Gironde et la Garonne. Et en rouge, cette zone, la partie qui peut être submersible, alors ça a été fait par des calculs de l'Université de Bordeaux, et submersible fréquemment. Alors, face à cela, il y a une attitude enfin, on doit avoir une réflexion, parce qu'il n'y a que deux choses. Soit on décide de défendre ces zones submersibles, d'une manière ou d'une autre, et il faut le faire longtemps à l'avance, parce que c'est des travaux, on ne peut pas attendre le dernier moment. Soit on ne fait rien, et c'est une forme de décision, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, les gens qui sont là devront s'en aller. Et autant, à ce moment-là, leur dire franchement qu'on ne fera rien, et puis les aider à s'en aller. Donc, c'est des décisions qui doivent s'argumenter. On ne peut pas les laisser, juste par incurie, se laisser prendre toutes seules, et puis, finalement, les gens devront s'en aller parce qu'on n'a rien fait. Donc, il y a des choses à faire. Il y avait des systèmes de marées anciens ici qui étaient destinés à se protéger des crues de la Garonne. Et il y a aussi des intérêts économiques. Vous avez certains des vignobles les plus chers du région bordelaise qui sont ici, le château Margaux. Il y a des intérêts économiques qui font que sans doute dans certaines régions on va s'y intéresser. Donc ça c'est un premier point. Là on est face à un problème qui est relativement prévisible. Donc on devrait pouvoir prendre des décisions, mais elles sont difficiles parce qu'il y a des intérêts contradictoires.
Vous avez ici un autre type de côte, c'est la côte sableuse de l'Aquitaine, en jaune. Alors, c'est une côte qui est éminemment mobile. Elle est soumise surtout à des problèmes d'érosion qui dépendent du vent, qui dépendent des courants et qui dépendent de cette partie un peu chaotique du changement climatique, qu'on ne sait pas prévoir en détail. Donc là, l'idée, c'est plutôt de se prémunir face à des choses qui surviendront pas, on n'est pas très sûr. Et pour se prémunir, il y a une chose qu'on sait faire, finalement, c'est être derrière les dunes et s'assurer que les dunes sont en bon état. Alors, les dunes sont en bon état parce qu'il y a un conservatoire du littoral qui s'en occupe depuis quelques années, qui a fait un travail d'anticipation tout à fait remarquable. Par contre, au niveau des municipalités, il y en a 2 ici sur cette carte, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont du mauvais côté de la dune et qui sont menacées dans les années qui viennent. Donc ça aussi, ça donne lieu à des débats. Et je pense que la prévention des problèmes climatiques doit se nourrir d'exemples pédagogiques de ce type-là, parce que c'est ça qui lui donne un contenu. Je vais finir justement sur ce thème-là pour dire que je crois que ces démarches locales, leur aspect pédagogique, il est essentiel. Alors, en France, on a des sondages qui ont été faits régulièrement par Sciences Po, un laboratoire qui s'appelle le CEVIPOF, pose des questions générales, genre est-ce que vous pensez que le changement climatique c'est très important? Alors, en gros, 80% qui disent oui, c'est très important. Après, on change la question, on est avec une question où on ne fournit pas d'aide aux personnes, on dit voilà, il y a un réchauffement, à quoi il est dû à votre avis? Alors les gens qui réussissent à répondre gaz à effet de serre, c'est 15%. 15%. Ça veut dire que la plus grande partie de la population française n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et cette éducation à pourquoi on doit faire les choses, finalement, elle n'a pas vraiment lieu, ou elle a lieu avec retard. Donc, je pense qu'on doit trouver des biais pour organiser cette éducation. Et pour moi, c'est vrai que le problème des changements climatiques régionaux, c'est une manière fantastique de faire à la fois des choses qui sont absolument nécessaires, parce que je pense que les changements climatiques sont là, qu'on ne les empêchera pas complètement, et qui ont aussi une portée pédagogique très forte, qui peut aider les démarches sur les diminutions de gaz à effet de serre et sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Le Treut, pour une conférence à la fois pédagogique, remplie d'exemples et qui permet aussi de recentrer et de se projeter à la fois d'un niveau global, mais aussi de recentrer les débats sur un niveau local. Il est de tradition dans ce cycle et à l'EGE de manière générale d'ouvrir un débat et d'alimenter de questions l'intervenant. On peut prendre une bonne demi-heure pour le faire et donc je vous invite à lever la main et pour distribuer la parole et organiser cette interaction. Toujours la première question qui est la plus dure. Mes félicitations pour cet exposé brillant. Ce que je voudrais savoir, si au Maroc, il y a des professeurs ou des chercheurs qui s'intéressent à de tels travaux. Est-ce que vous en connaissez? Mais écoutez, ce matin, j'étais à l'université de Casablanca, l'université Hassan II, et je pense que il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Ce que je ne sais pas, par contre, je ne suis pas capable de le mesurer, ni en bien ni en mal, parce que je ne connais pas assez c'est s'il y a des activités organisées. Ce qui est un petit peu difficile sur ces problèmes de diagnostic dans le domaine de changements climatiques locaux, c'est d'arriver à organiser un groupe, à organiser une activité collective où les gens se parlent et parlent en réponse à des questions qui leur sont posées. Et ça demande effectivement une dynamique collective qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. On a été beaucoup aidé dans la région Aquitaine parce qu'il y a un sentiment régional qui est fort et que ça a rassemblé les gens. Donc mais il faut qu'il y ait quelque chose qui provoque un peu le mouvement collectif. Et je ne sais pas du tout au niveau du Maroc où ça en est. Mais en tout cas, moi je pense que c'est un levier important qu'on devrait utiliser plus fortement un peu partout. Bonsoir, merci d'abord pour l'exposé. Je voudrais savoir, en tant que citoyen, bien sûr responsable de la planète Terre
et des conséquences du changement climatique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément être scientifique ou responsable de l'État. On est simplement des étudiants, mais on est tous responsables de la planète Terre, bien sûr, et on est en position de défendre la Terre et à reprendre son souffle. Mais je voudrais savoir comment on peut participer à la prévention dans un cadre pédagogique ou à la portée de tous, c'est-à-dire comment on peut protéger la planète Terre en tant que citoyen normal, pas forcément scientifique. Alors, le fait d'être scientifique n'est qu'une des dimensions du problème. Ça permet d'avoir un abord particulier des problèmes. Et quand on a essayé de faire en région Aquitaine, justement, il y a la région Aquitaine, il y a eu une réforme en France, les régions ont augmenté. La région Aquitaine a grandi. Donc on a essayé de faire une réunion dans 5 villes pour se faire interroger par les gens, les associations. Il y a un mouvement associatif, il y a un mouvement de personnes isolées qui sont prêtes à s'intéresser aux choses. Donc, je crois qu'il faut... Je pense qu'il vaut mieux essayer effectivement de trouver... le fait d'être, enfin, je m'explique mal. Le fait d'être scientifique n'est pas la clé. Ce qui est important, c'est de trouver des lieux où on peut débattre avec des gens sur ces problèmes-là. Je pense que c'est très difficile de faire les choses absolument tout seul. Il y a des tas de choses qu'on peut faire tout seul, prendre son vélo, marcher à pied selon les lieux, enfin, il y a des choses. Mais je crois que ce qui est vraiment significatif, c'est d'arriver à mettre en place des dynamiques sociales avec d'autres. Et cela, c'est pas toujours facile. Ça dépend du contexte. Là, je connais pas assez, mais ça peut être des clubs dans un lieu d'éducation. Ça peut être des. Il y a beaucoup de manières d'organiser des choses comme ça. Et les petits groupes sont des groupes qui sont suffisants pour faire bouger beaucoup de choses à l'échelle d'une ville, d'un quartier, d'une école. Voilà. Je pense que, moi, je crois que la dimension locale est une dimension extrêmement forte parce qu'elle a valeur d'exemple, elle est souvent transmissible et elle donne aussi un élément de débat entre personnes. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous remercie beaucoup de cette présentation très claire et très précise des exemples et toutes les illustrations. Pour moi, j'ai une idée que vous avez pas mal parlé de la politique et de l'application pratique des découvertes ou des progrès scientifiques de l'application. Bon, pour l'Afrique, surtout pour les pays du tiers-monde, alors on n'arrive même pas à produire du méthane, on n'arrive pas à recycler la matière. Donc il y a bien quelque chose qui cloche dans la chaîne de déroulement des faits, parce que le changement climatique étant brutal, en vitesse donc ça c'est pas synchronisé comme un système global. Et merci. Si vous avez des remarques là, Oui. En fait, je pense que c'est une question très importante. Bon, je pense que la première des choses, c'est clair qu'il y a dans ce problème climatique une asymétrie et une injustice. Et il y a effectivement, les pays qui se développent après sont victimes de ce problème-là. C'est-à-dire que les pays qui sont développés avant ont un avantage comparatif très grand. La première des choses mais par contre, je ne pense pas que la science soit un facteur adverse. Au contraire, je pense qu'il est à la portée de beaucoup de pays où on voit quand même qu'il y a partout maintenant de très bons étudiants. Et il est à la portée de n'importe quel pays de se défendre, d'argumenter sa cause, d'être capable de dire ce qui se passe chez lui. Et en fait, ça s'est produit. Dans les dernières COP, la parole des pays du Sud a été portée de manière de plus en plus forte, souvent par des gens très, très brillants. Et je pense que ça change les choses. Donc, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai de manière homogène, c'est pas vrai mais je pense que c'est possible en tout cas, et que ça doit être un premier objectif. Après ça, c'est vrai que les problèmes d'adaptation sont aussi le levier des problèmes de revendication. C'est vrai que dans la mesure où les choses qui surviennent dans différents pays peuvent être causées par des émissions qui sont d'ailleurs,
moi je viens d'un pays du Nord, j'aurais peut-être pas le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est naturel d'utiliser ces diagnostics aussi pour essayer de faire venir des investissements, des aides, parce qu'elles sont justifiées. Donc je crois que la science peut être un outil qui aide beaucoup les pays du Sud de ce point de vue-là. D'accord. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. C'est Aïcha, je suis Aïcha Abad, professeure de climatologie, donc sciences du climat, à l'université Ibn Tufayl à Kenitra. Je réponds le monsieur tout à l'heure. Donc, dans toutes les universités marocaines, il y a les départements de géographie, il y a la matière, le cours de sciences du climat. On fait beaucoup de travaux, de thèses, mais l'approche ou l'angle d'attaque des géographes, c'est le lien entre le sol et l'humain. Si les sciences dures font de la modélisation, nous, pour revenir au local, que vous avez souligné, qui m'a beaucoup intéressé, c'est que nous, on travaille sur le lien de l'homme au climat. Et donc, on travaille directement sur l'impact et sur l'adaptation. Donc, je vous propose une collaboration si ça vous intéresse. Merci. Merci. Je pense qu'effectivement, c'est des thèmes sur lesquels il faudra établir Enfin, il y a une dynamique scientifique peut-être un peu différente à donner à beaucoup de choses sur ces thèmes-là. Oui. Il y en a partout, en fait. Il y en a partout, il faut arriver à les solliciter d'une manière qui... C'est-à-dire, on a sollicité, il faut le dire, enfin, je ne sais pas, en tout cas en France, les sciences sociales en disant, écoutez, on veut faire des choses difficiles, les gens vont résister, ça ne va pas leur plaire, aidez-nous à faire passer le message. Bon, ce genre d'instrumentalisation des sciences sociales ne plaît pas aux sociologues et on peut les comprendre. Hein, mais il y a beaucoup de choses à faire. Bonsoir, étudiante à l'EGE en master. Je vous remercie également pour votre exposé pour le moins instructif. J'ai deux questions distinctes. La première porte sur les émissions négatives. Quand il s'agit de reprendre le carbone qu'on a déjà émis dans l'air, plutôt dans l'atmosphère, vous avez dit qu'il y avait certains travaux faits au Canada. Pourquoi on ne s'intéresse pas plus à cette solution? Et ma deuxième question porte sur vos travaux en région Aquitaine. Est-ce qu'ils ont été pris en considération dans la mise en place de politiques publiques dans la région? Merci. Alors, merci. Pour la partie on appelle captation, séquestration du carbone, il y a deux choses. Il y a d'abord capter le carbone émis par des centrales thermiques et puis le mettre sous sol. C'est la première technique à laquelle on s'intéresse. Mais ça évite de trop émettre du CO2. Aller chercher le CO2, c'est passer nécessairement par une phase de photosynthèse. C'est quand même la manière que la nature nous a donnée pour être capable d'aller chercher du CO2 et d'en faire de la matière. Et ensuite, utiliser tout ce qui a été photosynthétisé comme un carburant, et le carburant, faire attention à le transmettre en CO2 qu'on peut stocker. Donc il y a des techniques possibles. Pourquoi est-ce que ça ne se développe pas plus? Je vois la convergence de deux choses, mais ça c'est une opinion personnelle et peut-être très, très orientée vers la situation française. La première, c'est que les signaux de prix sont pas bons par rapport à ça. Donc c'est très clair en France aujourd'hui, il y a des instituts même publics qui sont chargés de faire la recherche dans ces domaines et qui le font de manière très molle parce qu'ils ne voient pas trop, je pense à l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle qui normalement doit faire la recherche dans ce domaine-là et bon, je suis dans leur conseil et je vois bien qu'ils le font avec de réticence parce qu'il ne vaut pas trop les débouchés directs au niveau économique que ça peut avoir. Et puis, il y a une autre courant, c'est le courant des ONG, des militants qui sont très assez viscéralement opposés à tout ce qui est technologie pour réparer une autre technologie. Donc l'idée qu'on va mettre en place quelque chose qui conduit à stocker sous le sol, cette idée on dit de faire passer sous le tapis
du CO2, là, de le cacher, ça leur plaît pas, ça leur paraît... donc il y a ces deux choses qui vont ensemble. En même temps, moi je suis un peu... je vois... il y a quand même un moindre mal à trouver. Je trouve que ces captations et séquestrations du carbone, par rapport à beaucoup d'autres problèmes, c'est quand même un moindre mal et qu'on devrait y penser plus sérieusement. En tout cas, si on ne veut pas le faire, il ne faut pas le mettre dans les rapports du GIEC qui définissent comment on peut s'en sortir. Parce que finalement, il y a beaucoup de scénarios qu'on prend là comme pouvant nous permettre de rester sous les 2 degrés, qui font l'hypothèse qu'on sera capable de faire ce qu'on appelle du carbon dioxide removal, un petit bouton. Alors sans un modèle, c'est facile, vous appelez une variable CDR, carbon dioxide, et puis vous avez un petit bouton, vous pouvez l'augmenter, le diminuer. On ne sait pas bien faire ça dans le monde réel, quoi. Et donc, il ne faut pas y avoir recours si on ne le fait pas. Mais je pense que la désaffection pour ces problèmes-là, elle a aussi d'autres origines, éventuellement techniques. Le fait que les régions ont produit... on peut produire ces techniques et les régions où on peut avoir des stockages ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en avant, mais je crois qu'au bout du compte, c'est quand même l'argument prix qui domine. Alors, par rapport à l'autre question qui était sur l'Aquitaine, c'est difficile à dire. On a fait un rapport, il a été lu, il a été suivi. Il est certain que les politiques, la première chose qu'ils en prennent, c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, ils avaient envie de faire, ils trouvent des arguments dans un document qu'on a fait. Par exemple, les stations de ski en basse montagne, c'est facile de dire, écoutez, on arrête de vous subventionner parce que ça coûte cher, ça sert à rien, c'est anti-écologique. Donc, certainement, il y a eu des effets de ce type. Est-ce que ça peut changer le cours des politiques? Là, je pense qu'il y a un état en plus. Mais... on a essayé de faire des réunions tripartites. Donc, il y en a eu 3-4 comme ça, sur l'eau, donc d'inviter des gens du conseil régional, de notre groupe de scientifiques, et puis des ONG, et puis de discuter de ce qu'il faut faire. Bon, je ne crois pas que ça puisse conduire à des actions à très court terme, sauf c'est les votes du grand... c'est les élus du grand public qui décident et qui votent. Bon. Mais je pense que ça peut diffuser en quelques années quand même le genre d'idées qu'on propose. Et en tout cas, ça vaut le coup d'essayer parce que si ça ne se fait pas là, ça ne se fera pas ailleurs. Ouais. Tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de votre présentation. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de maintenir la température à 2 degrés Celsius. Est-ce que c'est la différence entre la température maximale entre l'ère pré-industrielle et l'an 2100? Alors non, c'est une moyenne. Donc on prend une moyenne, alors qui est un petit peu disputée au niveau des dates, mais sur en gros une période du 19e siècle. Et la moyenne sur la période de la fin de ce siècle, et on voudrait que ça reste en dessous de 2 degrés. Et quand on dit la moyenne de la fin de ce siècle, en fait, ce qu'on voudrait idéalement, c'est ce que j'ai montré, c'est que la température cesse de croître, et donc on mesure la valeur qu'elle prend quand elle cesse de croître et qu'elle se stabilise en mode statistique. Donc c'est quand même une moyenne sur quelques années, sur les hivers et les étés, sur les différentes parties du monde. C'est un critère un peu grossier. Mais c'est un critère qu'on peut déterminer quand même. On peut dire avec relativement de précision le moment où on atteint ça. Vous savez que ça fluctue tout le temps, hein, donc il faut lisser sur quelques années pour avoir quelque chose qui permette de dire qu'on est là. Voilà, donc c'est cela. Hein, c'est pas, donc on ne fait pas une mesure... mois par mois, voire année par année. Hein. C'est nécessairement une estimation de la température sur quelques années. Bonsoir, merci pour la qualité de la présentation. Elle était simplifiée et assez informative. Juste, je me demande, vous avez parlé de l'émission CO2 différée dans le temps. Je veux juste savoir, c'est différé de combien? Est-ce que ça dépend de la situation initiale? C'est-à-dire que s'il y a cette différence est-elle stable, le fait que l'effet est ressenti après combien d'années? Est-ce que ce nombre d'années est stable dans le temps ou bien il diffère selon la situation de départ?
Alors, je n'ai pas exactement utilisé ces mots-là, et les mots sont précis. C'est-à-dire que c'est le réchauffement dû au CO2, hein, donc ce n'est pas les émissions de CO2 mais c'est bien le réchauffement issu des émissions qui se fait sentir avec un retard parce qu'il faut le temps de chauffer l'océan. Hein. Donc c'est un peu comme si vous mettez le feu sous une casserole, mais il faut un temps pour que l'eau dans la casserole soit chaude. Hein. Donc vous allumez le feu. Voilà. Donc nous, on allume un feu qui dure très longtemps, donc, mais au départ, il y a ce temps, ce délai. Alors, il dépend beaucoup en fait des différentes régions du monde, parce que ce qui fait ce délai, c'est l'épaisseur de la couche d'océan qui interagit avec l'atmosphère. Donc l'océan est mélangé par des vagues, parce qu'il est un petit peu plus froid en surface à certains moments. Et donc il y a une couche qui peut faire quelques dizaines de mètres dans les régions chaudes, quelques centaines de mètres dans les régions plus froides, qui est la couche qui interagit avec l'atmosphère. Donc quand on dit quelques décennies, une à quelques décennies, comme je dis, bon, c'est un peu une moyenne de tout cela. Est-ce que ces couches vont changer d'épaisseur, vont changer avec le temps ? Pas au premier ordre. Donc au premier ordre, je pense qu'on peut donner effectivement un délai d'une à quelques décennies avec laquelle l'impact des gaz à effet de serre,